Ok, moi c'est Telemsien Eric, je suis économiste de formation, président du réseau africain des jeunes chercheurs, section Burkina. Quel enseignement peut-on tirer des stratégies d'industrialisation rapide de la Corée du Sud et de la Chine? Pouvez-vous citer des exemples concrets et programmes industriels qui ont fait leurs preuves? Ok, en fait, côté industrialisation, il faut dire que c'est d'abord une volonté qui relève plus de l'autorité, c'est-à-dire de l'État, qui induit cela. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques exemples dans le monde qui ont fait leur preuve. Voilà, vous avez déjà un peu orienté, sinon on peut aller jusqu'à l'historique de l'industrialisation. Vous allez aller jusqu'à l'industrialisation des États-Unis, par exemple, qui a été un modèle à part. Là-bas, ça a commencé d'abord par le chemin de fer, avec Vanderbilt, qui était un grand acteur, et ensuite ça a évolué jusqu'à la famille Rockefeller et le pétrole, ça a évolué jusqu'à au niveau de la métallurgie, avec les Carnegie et tout. Donc, chaque pays a un modèle qui définit en s'inspirant forcément des exemples des autres. Dans le cas, bien sûr, de la Chine a réservé des espaces économiques spéciaux, notamment la zone de Shenzhen, qui a permis de beaucoup orienter, attirer des investissements étrangers. Il y a aussi le cas de la Corée du Sud qui, sous l'influence et l'apport beaucoup des États-Unis aussi, se sont industrialisés. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'amener les grandes entreprises ou encore des grands capitaux extérieurs à venir produire chez vous. Bon, par exemple, au cas de la Chine, il y a eu la réduction de la main-d'œuvre. Le prix de la main-d'œuvre était tellement moins cher que c'était facile de produire en Chine et de vendre à un très bon prix que de produire en Europe ou aux États-Unis. Donc les grandes maisons se sont délocalisées. Vous avez les Toyota, bon, Toyota c'est déjà truc, mais vous prenez les maisons General Motors par exemple, GMC, qui sont partis là-bas. Voilà, donc ça revient très moins cher. Aujourd'hui, si vous remarquez, il y a le secteur de l'automobile, on ne produit pas dans un seul coin. On peut produire par une partie de ce que vous connaissez, on appelle par exemple les vitres. Au Burkina, les pneus on produit en Chine. En fait, il y a cette technique qui permet que, et l'assemblage se fait par exemple en Syrie, un exemple. Donc ça permet de pouvoir vendre moins cher parce que le coût de production ne sont pas les mêmes. Et dans le cas de l'industrialisation, il y a aussi le cas de l'Inde, Make in Inde. Voilà, donc Make in Inde, l'Inde aussi a attiré des grands capitaux en ce sens. Il y a l'Afrique du Sud pour le cas africain aussi. Donc il y a tellement d'exemples. Maintenant, au cas du côté Burkina, si on veut s'inspirer, on a commencé avec certains projets, notamment le projet Zaka, pour attirer des grands investissements, notamment dans le secteur le secteur des services. Mais bon, il faut dire que pour attirer, il faudra aussi des réformes et aussi de la politique en matière fiscale, des faveurs qu'on appelle généralement des exonérations pour pouvoir attirer, maîtriser les coûts de production, les coûts d'énergie et tout. Donc il faut vraiment travailler d'abord à rendre votre pays très attirant. Et quand c'est attirant, les gens viennent investir. Maintenant, il faut ajouter une chose, il faut que l'État soutienne ces initiatives et au-delà de ça, qu'il y ait le transfert de compétences. C'est-à-dire si Samsung doit venir au Burkina, après 10 ans, les Burkinabés peuvent produire des produits de Samsung. Mais si c'est juste venir produire et partir sans ce transfert de technologie, vous n'avez pas évolué. Comment encourager la création des champions industriels nationaux tout en attirant les investisseurs étrangers? Avez-vous des exemples spécifiques de réussite dans ce domaine? Pour la Chine, déjà, j'ai parlé de la zone des Shenzhen, qui est vraiment un cadre qui est prévu pour uniquement des grandes structures dans le domaine industriel. Maintenant, pour revenir à la question des routes, il est très important parce que si vous voulez vous industrialiser et que vous n'avez pas les routes, pour donner accès non seulement à la matière première de venir dans votre usine pour être transformer, ça va poser problème. Si vous n'avez pas de route, vous n'avez pas des infrastructures pour maintenir votre production et surtout, il faut aussi avoir un coût d'énergie raisonnable pour permettre aux gens de produire et de pouvoir vendre sur le marché international parce qu'il y a une concurrence. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, si on prend par exemple notre sucre du Burkina, on est en compétition avec le Guatemala qui fait du sucre par exemple, Salvador qui fait du sucre, pays de l'Amérique latine. Comment faire pour vendre pour nous moins cher par exemple sur le marché indien? Sera par rapport à la maîtrise des coûts. Donc si on maîtrise nos coûts de production, notamment avec l'énergie, la main d'œuvre et surtout le circuit d'approvisionnement.
Voilà. Parce que le problème, c'est quoi? Il ne faut pas ouvrir des usines pour ouvrir. Il faut avoir un circuit, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement. Comment vous approvisionnez l'usine avec la matière première? Si elle n'est pas accessible, ce n'est pas bon. Ensuite, les gens créent aussi les zones. Pourquoi? Parce que c'est comme on a tenté de faire déjà au Burkina, par exemple, la zone industrielle au Kosovo. Ils sont tous les industriels ensemble. Ça permet de réduire beaucoup de coûts pour eux. Ça leur permet aussi de pouvoir échanger, que ce soit les technologies, les partages d'énergie. Il y a tout ce qu'on appelle un avantage comparatif. Et en français simple, on dit qu'il vaut mieux être ensemble que d'être seul. Donc ça permettra. Il y a beaucoup d'exemples dans ce sens. Et je pense que toutes ces infrastructures, il faut, et pour cela je disais au départ que l'État doit être porteur de ce projet. C'est-à-dire vraiment un travail en amont, aussi en aval. Et quand cela est fait, ça permet vraiment d'avoir une industrialisation plus sérieuse, plus organisée. Et quand ces industriels, finalement les grands industriels viennent, il faut à un moment échanger avec eux et avoir la possibilité de transfert de compétences en formant des locaux, mais en transférant aussi la technologie. Donc après un certain temps que au moins je serai capable de reproduire cette technologie. Au début en Chine on a dit que c'est des copies. Voilà, que les Chinois font des copies, mais aujourd'hui tout le monde va en Chine acheter. Alors au fur et à mesure ils ont maîtrisé, ils ont amélioré la technologie. Et n'oubliez pas que le marché chinois lui seul est très important. Ça fait que quand vous avez une société en Chine et que vous produisez un produit qui est apprécié facilement, vous faites ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez vouloir vendre à l'international? Comme déjà à l'interne, vous arrivez à faire beaucoup de bénéfices, vous pouvez faire le dumping social. Dumping social signifie qu'il faut vendre un peu moins cher que la normale sur le marché pour attirer plus de clients. À un moment, si vous avez pu écarter vos concurrents, vous remettez maintenant le prix normal sur le marché. Donc tout ça, c'est les techniques qui sont utilisées dans le commerce international. Comment encourager les jeunes à se tourner vers les secteurs technologiques et les startups? Avez-vous des exemples de campagnes ou d'incitations spécifiques? Oui, déjà, il faut que, comme je le disais, au niveau national, que ça soit organisé. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il faut former des jeunes dans le domaine de la technologie, le domaine plus technique. Et ensuite, mettre à la disposition de ces jeunes des moyens aussi pour se spécialiser. Attirer des grandes marques pour venir produire, mais que ces marques travaillent avec ces jeunes pour permettre à ces jeunes aussi de pouvoir grandir et maîtriser mieux la technologie. Donc tout cela, c'est dans l'accord qui sera signé avec les maisons industrielles qui vont venir. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on a des jeunes compétents qui proposent des produits, mais il faudra aussi les accompagner. Parce que le problème, c'est quoi? Si vous voulez attaquer un marché international, il faut que vous-même vous atteigniez ce qu'on appelle la maturité. Tant que votre entreprise n'est pas mature, votre usine n'est pas mature, vous ne pouvez pas attaquer. Parce que c'est comme des coups de boxe que vous donnez. Vous allez aller sur un marché où déjà il y a un leader, vous allez vous faire de la concurrence. Si vous n'avez pas une maturité, ça sera très difficile. Donc je pense que pour amener les jeunes, déjà l'État peut mettre en place un programme qui va attirer les jeunes à se spécialiser dans ces domaines. Et en plus de cela, il faudra encadrer de telle sorte que dans le partenariat international qu'il y ait ce transfert qu'il y a des jeunes qui vont aussi pouvoir se développer. Mais tout part déjà d'une volonté aussi de l'État de créer tout ce dispositif. Et tous les pays qui l'ont réussi sont venus toujours de la volonté de l'État. Et il faut dire aussi que il y a des exemples, par exemple, au privé de l'université de Tel Aviv, qui est l'une des meilleures en matière de start-up. Voilà, c'est une université publique, mais il produit chaque année dans les domaines industriels des dernières générations, notamment par exemple des drones. Vous allez aller trouver qu'ils produisent des blindés, des armes et tout. Et ils soutiennent l'économie israélienne qui permet d'exporter. Et l'État israélien exporte et ça se vend sur le marché international. Mais le centre de recherche est logé au sein de l'université. Et des jeunes chercheurs très brillants travaillent. Et il y a plein de domaines dans l'économie verte, dans l'économie circulaire, vous allez trouver dans l'industrie, tous les secteurs. Donc c'est vraiment une volonté qui doit venir des décideurs pour encadrer, permettre à ces jeunes de pouvoir s'organiser et travailler. Sinon il y a de la compétence en tout cas. Quel rôle les universités doivent-elles jouer dans le développement économique et technologique d'un pays? Pouvez-vous citer des modèles d'universités innovantes? Oui, les universités aujourd'hui sont des maillons très importants dans l'organisation et le développement d'un pays, et notamment dans le domaine de la recherche. Il faut vraiment mettre les moyens. Parce que quand il n'y a pas les moyens, nous aujourd'hui, on peut se taper la patte au Burkina dans le domaine de la recherche agricole.
Le Burkina est l'une des références en matière de semences surtout. Elle est exportée jusqu'au Rwanda. Lors d'un voyage, j'ai vu ça au Rwanda, j'étais étonné. C'est des semences du Burkina qui sont produites par des chercheurs burkinabés. Donc, il faut vraiment mettre les moyens à ces chercheurs et que ces universités, en partenariat, pourquoi pas, avec d'autres universités étrangères, puissent soutenir en proposant des innovations, des produits d'innovation qui vont permettre de soutenir l'industrialisation. Voilà. Par exemple, si avant, on a une machine qui doit broyer un sac en 2 heures, si on arrive à découvrir une technologie qui permet de broyer en 30 minutes, vous voyez que ça soutient l'industrialisation et ça développe l'industrie. Donc, il faudra mettre des moyens vraiment dans le domaine de la recherche. Voilà. Déjà, on a de très bons chercheurs. Malheureusement, par manque de moyens et de conditions de vie, beaucoup finissent par s'expatrier. Voilà. Prenons le cas de la NASA aux États-Unis. C'est des milliards qui sont engagés sur des projets souvent même fous. Voilà. Qui aurait cru que l'homme pouvait aller sur la Lune? Mais à force d'investir, à mettre des chercheurs dans les conditions et mettre les moyens, ils ont pu trouver la solution pour permettre à l'homme aujourd'hui d'aller sur la Lune et de revenir. Aujourd'hui, il y a des explorations sur Mars. Chaque jour, on ne fait que découvrir des nouvelles planètes, des nouvelles galaxies. Donc, c'est les moyens qu'il faudra mettre. Et ça vient encore, malheureusement, il faut, à chaque fois, on va le dire, mais il faut une volonté politique pour vraiment orienter cela. Quels programmes de financement des startups sont particulièrement efficaces selon des exemples internationaux? Avez-vous des exemples comme le fonds des K Startups Grand Challenge en Corée du Sud? Voilà, par exemple, le cas des startups. Vous savez que les startups, c'est des entreprises à grande portée et à grande chaîne de valeur. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui souvent, dès leur création, peuvent augmenter rapidement leur production, leur impact de 10 000, de 30 000%. Je prends l'exemple, Facebook par exemple a été incubé sous forme de start-up. Aujourd'hui, vous voyez ce que Facebook rapporte. Prenez le cas de d'autres trucs comme le WhatsApp et tout, comment les gens ont travaillé, l'ordinateur, les Apple, avec les hommes comme Bill Gates et tout. Donc l'incubation, c'est très important en créant des startups. Maintenant, il faut mettre les moyens à ces jeunes de réfléchir et créer on crée généralement des entreprises qui ont une grande valeur, qui peuvent révolutionner tout un pays. Voilà, donc c'est des projets généralement que ces jeunes ont. Maintenant, on a créé le fonds du développement économique et social qui finance également les startups avec des projets d'innovation. Maintenant, il ne faut pas que financer, il faut aussi suivre et encadrer. Parce qu'il y a des gens qui ont de bonnes idées, mais si elles ne sont pas suivies, alors là, on finit par faire ce qu'on a investi. Donc, quand il y a plusieurs startups dans un pays, ça crée une dynamique. Alors, par exemple, en Israël, vous avez beaucoup de startups. Mais aux États-Unis, vous avez toute une zone pour eux, la Silicon Valley. Voilà, ils sont tous là-bas, des startups, des gens qui réfléchissent, qui chaque jour créent. Et toutes ces créations sont mises ensemble pour favoriser le développement, que ce soit des États-Unis. Il y a l'Inde aujourd'hui aussi qui est en train d'être une grande référence en matière de startups, notamment dans le domaine de la médecine et surtout dans le domaine du commerce aussi. Et ça attire aussi beaucoup d'investisseurs étrangers et tout. Voilà, par le domaine de la médecine, vous pouvez aujourd'hui être consulté à distance. Vous pouvez aujourd'hui être soigné même à distance. Tout ça, c'est des possibilités. Voilà, vous pouvez aussi, je prends l'exemple le plus simple, un malade qui est aveugle et qui veut prendre sa température. Il y a des thermomètres aujourd'hui sonores qui vous permettent de vous dire que vous avez tant comme température. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des startups également qui amènent ce genre d'innovation. Et dans le cas précis du Burkina, il faudra vraiment les mettre ensemble. C'est vrai que le fonds finance déjà, mais il faut continuer et encadrer et permettre vraiment le suivi pour que les objectifs soient atteints. Et je sais qu'au Burkina aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à arroser leurs champs avec des drones par exemple. Et quand vous regardez aujourd'hui, on a un premier bateau produit au Burkina qui est sur le barrage. Je pense qu'on a demandé de faire d'autres modèles pour la zone de Bagré de Samandini. C'est des startups comme ça, il faut vraiment l'accompagner et suivre pour permettre d'avoir des résultats. Quels aspects du modèle éducatif singapourien peuvent être adaptés pour renforcer les compétences locales? Pouvez-vous donner un exemple concret de réforme éducative réussie? Pour amener les jeunes déjà, il faut mettre en place une stratégie de formation identifiée, c'est-à-dire là où on parle de campagne, il y a des concours généralement qu'on lance. Voilà, on appelle ça des hackathons, n'importe quelle forme que vous voulez.
mais qui mettent en compétition des idées de jeunes. Et à la fin, on choisit les meilleurs. Et ça, l'État peut, avec le privé, lancer plusieurs phases. On peut lancer même plusieurs éditions, récolter par exemple, créer un programme de 100 projets start-up incubés du Burkina Faso pour telle année par exemple. Les gens vont compétir, on garde les meilleurs. Voilà, et après cela, on met à leur disposition les financements, la technologie, on crée des partenariats, par exemple avec des sociétés étrangères aussi qui évoluent dans ce domaine et vous allez voir que des résultats. Mais déjà, il faut créer cette compétition, ce cadre où les jeunes, il y a des gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas où aller. Déjà, à travers ce genre de campagne, ça permet aux gens. Et deuxièmement, les gens aussi ont peur. Si quand vous avez de bonnes idées, il arrive qu'on les vole. Et vous êtes assis un jour devant la télé, vous voyez que c'est mis en place alors que on ne vous a pas associé. Donc, il faudra vraiment travailler. Par exemple, aujourd'hui au Burkina Faso, dans la lutte contre le terrorisme, des jeunes burkinabés ont produit des drones à l'essai, qui est là, qui peut aider vraiment l'armée. L'objectif, je pense, était d'aller jusqu'à détecter même les engins explosifs qui sont enterrés. C'était vraiment l'idée. Je pense qu'il faut encourager. Il y a aujourd'hui dans le secteur des blindés, des jeunes burkinabés aussi qui vont proposer des modèles. Donc tout ça, c'est des trucs à mettre ensemble, créer une synergie d'ensemble, encourager, financer, encadrer. Je pense que ça va beaucoup permettre. Parce que les startups, il ne faut pas vouloir des milliers de startups forcément. Mais des startups de qualité, même s'il y en a 10, 15, ça révolutionne tout un pays. Voilà, avec des secteurs bien orientés. Aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer, il doit viser le secteur agricole parce qu'on est dans une offensive agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le secteur militaire, ou vraiment pour aider nos forces de défense et de sécurité dans les opérations sur le terrain. Donc tout c'est rien que cela ouvre beaucoup de domaines où les jeunes peuvent se lancer dans les. Je pense que si c'est possible de lancer la campagne au niveau du ministère ou encore au sein des forces armées, pourquoi pas, parce qu'il arrive dans d'autres pays que des civils travaillent pour l'armée, voilà, qui apportent beaucoup de contributions, aussi bien intellectuelles, technologiques et tout. Même dans les armées américaines, vous en avez. À la fin, il y a d'autres qui ont des contrats. Après un certain temps, ils peuvent retourner à la vie civile et tout. Donc pourquoi pas au sein des forces armées lancer ce genre d'initiative, même au sein du ministère de la Jeunesse, lancer pour pouvoir récolter le maximum de projets bien structurés, innovants, qui peuvent vraiment améliorer les conditions de vie de la population et améliorer aussi notre industrie. Quel modèle agricole pourrait être adapté pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Pouvez-vous donner des exemples concrets d'initiatives agricoles? De stratégies qui peuvent être mises en place, mais le plus important déjà, c'est d'avoir une agriculture intensive et moderne. Intensive, c'est-à-dire qu'on ne produit pas que sur 3 mois, il faut arriver à produire toute l'année. Et avec des nouvelles technologies qui permettent non seulement d'avoir un plus grand rendement, mais aussi une plus grande capacité de production. Et ça, je pense que le gouvernement aujourd'hui est en train de mettre en place l'amélioration des terres, des zones de production, un peu partout pour qu'il y ait la possibilité de produire au maximum. L'idéal, c'est d'arriver à ce niveau. Une fois qu'on atteint l'autosuffisance alimentaire, l'excédent va à la transformation. Donc, ça va créer forcément des industries. C'est l'objectif. Et je vais vous expliquer un peu. Dans l'histoire économique mondiale, le développement est venu après, même l'industrialisation est venue après une révolution qu'on a appelée la révolution agricole. Voilà. Et les 5 grands pays qui sont les 5 grandes puissances du monde, malheureusement, c'est les seuls qui l'ont pu le faire. Après cela, il y a plus de challengers qui ont pu. Mais la révolution agricole a permis à l'homme de bien manger, d'avoir un surplus. Et le surplus, on a commencé à transformer pour ne pas le perdre. Et c'est comme ça que les premières usines sont venues. Elle a eu un coup d'accélérateur avec la machine à vapeur de James Watt en 1789 qui a permis d'avoir maintenant des grandes usines parce qu'on arrivait maintenant à produire beaucoup et de transformer beaucoup. Donc, il faudra, pour le Burkina, la formule est très simple. Produire toute l'année et moderniser l'agriculture de telle sorte qu'on, sur un petit espace, peut-être demi-quart d'hectare, qu'on arrive à produire le maximum possible. Voilà, ça va permettre
pouvoir avoir une grande quantité et ces grandes quantités sont consommées, mais aussi on va aller à la transformation. Voilà, aujourd'hui, je pense que le président avait inauguré l'usine de transformation de blé. Voilà, il faudra arriver à produire assez de blé pour que cette usine fonctionne 24 sur 24 et 365 jours par exemple. Donc, le modèle agricole burkinabé, il faut arriver à de l'agriculture voilà, intensive et moderne. Je pense qu'après cela, après l'autosuffisance alimentaire, elle va permettre encore de créer beaucoup d'autres usines et métiers industriels. Comment moderniser l'agriculture en intégrant les technologies avancées, smart farming, drone, IA? Par exemple, là, le rôle des startups est très important. Je parlais tantôt côté agricole. C'est eux qui peuvent permettre de vraiment moderniser ce secteur. Voilà, en dehors de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire l'agriculture mécanisée avec les tracteurs et tout, il faut des nouvelles technologies qui permettent d'augmenter la production. Aujourd'hui, vous avez des drones qui surveillent pour vous. Ils vous donnent même à quel moment la plante a besoin de l'eau. Au-delà du système d'irrigation qu'on connaît, il y a l'irrigation intelligente. Il sait à quel moment et quelle quantité seulement il faut donner à telle zone de votre champ, à telle zone de votre champ. Voilà. Et tout est sur une machine, sur un robot qui enregistre les données et au moment où vous venez faire le travail. Voilà, il y a des drones pour arroser aujourd'hui. Donc, il faut arriver à ça. Donc, je pense qu'au Burkina, pour le moment, nous n'avons pas toute cette technologie, donc nous sommes obligés d'importer. Mais en important, on peut intégrer la clause du fait que cette technologie doit être transférée au Burkina après un certain nombre de temps, pour permettre aussi de pouvoir produire ici à moindre coût. Sinon, si on continue à importer jusqu'à un moment, ça ne nous arrange pas. Aujourd'hui, dans les échanges mondiaux, les gens mettent l'accent sur l'échange entre les pays du Sud et le transfert de compétences. Donc, je pense que ça sera bien qu'on aille vers ce niveau et qu'on oriente aussi des startups dans ce domaine. Voilà, ça va permettre vraiment d'augmenter notre produit. Quel rôle jouent les coopératives agricoles dans le développement rural et la réduction de la pauvreté? Pouvez-vous citer un exemple concret de succès? Oui, la coopérative, c'est très important. Parce que vous savez, quand on parle d'usine, il ne faut pas que regarder l'usine. Regardez comment vous faites pour que la matière première arrive. Et c'est là où les coopératives, quand vous les organisez bien, elles sont préfinancées en avance et bien encadrées, vous proposent la matière première, vous produisez la matière première. Et cette matière première, maintenant, vous permet de pouvoir faire entrer ça en usine et produire vos biens et services. Mais si vous n'avez pas de coopérative, cela n'est pas possible. Les coopératives, l'avantage qu'elles donnent aussi, généralement, c'est des coopératives du monde rural, c'est-à-dire des femmes, par exemple, qui sont dans un seuil de pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas de revenus. En créant ces coopératives, en les organisant, vous leur donnez aussi des revenus qui permettent généralement à ces femmes de pouvoir scolariser leurs enfants. Voilà, et au-delà de ça, pouvoir s'occuper de leur famille et de pouvoir se nourrir. Donc les coopératives sont très importantes. Il faudra les organiser à travers un programme vaste. J'ai vu dans un pays où il y a un ministère du crédit et de la coopérative, par exemple. Bon, on n'est pas obligé que ça soit tout un ministère, ça peut être une direction, mais que ces coopératives soient orientées, qui dépendent d'un ministère et que soit organisées autour de toute cette zone que le Burkina aujourd'hui est en train de faire comme des zones de production, pour permettre à ces femmes de continuer à produire en mettant à leur disposition non seulement des engins, mais aussi de la technologie nouvelle qui va permettre de pouvoir produire beaucoup pour maintenir et faire évoluer notre industrialisation. Quelle stratégie adopter pour attirer les investissements tout en protégeant les secteurs stratégiques nationaux? Oui, c'est vrai que attirer des investissements directs étrangers demande beaucoup de réformes, notamment des avantages. Voilà. Pourquoi le gars va quitter chez lui ou va quitter, ne pas produire au Mali, venir au Burkina? C'est parce qu'il y a un avantage. En son temps, quand on a voulu un peu lancer le secteur minier au Burkina, on a fait le code minier. Il y a eu beaucoup d'avantages, notamment des taxes. Les taxes fiscales, on a enlevé certaines taxes pour les attirer. Voilà et tout. Mais moi, je pense qu'il faudra bien réfléchir. L'objectif, c'est que si on arrive à les faire venir, qu'à la fin, la technologie soit transférée au niveau national. Sinon, si c'est pour venir produire et partir chez eux avec, ça ne nous arrangera pas. Voilà, à la fin, vous allez avoir beaucoup de mines, beaucoup d'usines, mais à la fin, vous n'allez pas sentir la répercussion sur le développement même du pays. Parce que tout va repartir.
vous allez voir que la main-d'œuvre qualifiée, ça sera plutôt des expatriés qui coûtent 10 à 15 fois. Donc, l'argent d'une manière générale repart là-bas et ce qui reste n'apporte pas vraiment un développement. Ça devient un mirage, c'est-à-dire on va dire voilà, il y a beaucoup, mais on ne voit pas réellement l'impact. Donc c'est dans les négociations, il faudra mettre en place des techniques qui permettent à ce que, même si au début, ces sociétés doivent venir, le temps qu'elles puissent rentabiliser leurs investissements, qu'à la fin, il y ait un transfert de compétences, transfert de technologie vers des nationaux pour que ces nationaux continuent à pouvoir maintenir la cadence. C'est vrai que c'est difficile, mais il faudra trouver le bon équilibre. Par exemple, il y a des pays comme le Rwanda qui ont pu attirer beaucoup d'investisseurs étrangers, mais en gardant cet équilibre, par exemple. Donc, il y a des modèles, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria. Voilà, donc, il faut vraiment bien l'organiser tout simplement. Merci pour l'occasion et j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Je vous remercie.